Bonsoir à toutes et tous. Après l'aube, débat sur les élections départementales en Haute-Marne. Conformément aux règles d'équité du CSA, nous avons invité des candidats représentant les principales forces politiques. Nous ne débattrons pas d'un canton en particulier, mais de termes qui concernent l'ensemble du département. Attractivité du territoire, désertification médicale, nucléaire et environnement et offres touristiques. Nos invités, Nicolas Lacroix, bonsoir. Vous êtes président LR sortant, candidat sur le canton de Bologne, en binôme avec Brigitte Fischer-Patria, LR, elle aussi sortante. Face à vous, le binôme Nadège Grieux, RN, et Julien Vollot, RN. Martine Roussel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette, candidate sur le canton de Saint-Dizier 2, en binôme avec Thierry Desfossés, sans étiquette lui aussi. Autre candidature sur ce canton, les binômes Jean-Jacques Davignon, RN, et Joséphine Gray, RN. Domitil Guinoiseau, divers droite, et Franck Rimbaud, divers droite. Nicole Samour, bonsoir. Vous êtes socialiste, candidate sur le canton de Saint-Dizier 1, en binôme avec Édouard Gonzalez, PCF. Autre candidature sur ce canton, les binômes Odile Cossin, divers droite, et Luc Ispard, divers droite. Michel Caracula, RN, et Laurence Robert Dehaut, RN. Éric Bonnemain, LR, et Véronique Vanier, LR. Enfin, Daniel Tixier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Rassemblement National, candidat sur le canton de Poisson, en binôme avec Katia Nellig, RN. Autre candidature sur ce canton, les binômes Fabienne Cholamer, divers droite, et Damien Thierriot, divers droite. Jonathan Hazelvander, divers droite, et Marie-Christine Sylvestre, divers droite. Jean-Pierre Simon, sans étiquette, et Margaret Vincent, LFI. On se retrouve pour le débat dans quelques instants, mais tout de suite, une présentation du scrutin départemental en Haute-Marne. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. En Haute-Marne, on compte 17 cantons. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc en Haute-Marne 34 élus au conseil départemental. Pour être élu au premier tour, 2 conditions, obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Alors, premier thème, attractivité du territoire. Depuis 50 ans, le département de la Haute-Marne perd des habitants. Comment inverser la tendance? Nicolas Lacroix, vous avez décidé de financer une grande campagne de promotion à Paris, notamment. Ça a coûté 500 millions d'euros. Est-ce que ça a marché? Alors, ça a coûté 500 000 euros, pas 500 millions d'euros. 500 000 euros, pardon. Voilà. Et c'est effectivement une des boîtes à outils que nous avons ouvertes, parce que l'attractivité du territoire, c'est l'ensemble des politiques que le conseil départemental met en place depuis 3 ans, sous ma présidence, sur des questions de santé, sur des questions d'économie, sur des questions de tourisme, sur des questions d'éducation. Voilà, c'est tous ces leviers qu'on souhaite aujourd'hui accélérer pour regagner de la population. Et on s'est donné une échéance ambitieuse, 10 ans. 10 ans pour inverser cette courbe. Comme vous l'avez dit, le département de la Haute-Marne perd des habitants depuis 1968. Alors sur quoi vous vous proposez d'agir ? On agit sur l'ensemble des leviers qui font l'attractivité d'un territoire. Bien sûr, des services à la population, de l'accompagnement, de la protection, de l'éducation, de l'environnement, le cadre de vie. Voilà, c'est tous ces sujets aujourd'hui. Il n'y a pas une recette unique pour faire d'un département un département attractif. Puis bien sûr, il y a notre campagne d'attractivité. La Haute-Marne respire et inspire. D'abord, dire aux Marnais qu'on a des richesses. La ruralité, c'est une force. Ce n'est pas un handicap. Et nous souhaitons aussi, effectivement, attirer d'autres populations. On a fait cette cible, la cible de la région parisienne, parce qu'à Paris, vous avez beaucoup de Parisiens qui souhaitent aujourd'hui quitter Paris pour venir dans des territoires comme les nôtres. Alors, comment réagissez-vous à ça, Nicole Samour? Est-ce que ça vous semble pertinent, cette campagne qui a coûté 500 000 euros? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce qu'il faut faire d'autres choses? Alors, je pense qu'il faut déjà faire d'autres choses et notamment travailler sur la proximité des services. Car qu'est-ce que veut un nouvel habitant qui viendrait en Haute-Marne? Il veut avant tout des écoles, ce n'est pas la compétence du département, mais des collèges. Il veut des transports
certes sur la partie routière, mais qui est très importante et qui est loin d'être suffisante aujourd'hui. Il veut également de la santé, on en parlera plus tard, et des services publics de proximité. C'est-à-dire pas une maison de la région, du département, de l'agglo, quelque chose d'unique où l'humain, notre habitant pourra venir se présenter et avoir de l'humain et de la présentation de tous les services. Alors vous me posiez la question sur la promotion. La promotion à Paris, oui, pourquoi pas. Mais alors la promotion en Haute-Marne, je n'en vois pas du tout l'intérêt, à part des dépenses inutiles. Je suis étonnée qu'on ait oublié la région Grand Est, car d'Alsace ou de Moselle, on ne connaît pas la Haute-Marne. Et il serait peut-être intéressant également de faire connaître le département. On fait un petit tour de table après, Nicolas Lacroix, vous pourrez répondre. Martine Roussel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait suffisamment pour essayer de faire venir des gens, de faire rester aussi les habitants en Haute-Marne? Alors, je vais vous dire que la question est très difficile et délicate, sachant que cette question a été posée il y a plus de 20 ans et pour laquelle, à ce jour, elle n'a toujours pas reçu de réponse. Et les conséquences sont là. Donc aujourd'hui, il faut repartir encore sur 10 ans, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, ne serait-ce qu'au patrimoine, puisque je suis attachée au patrimoine. Le patrimoine, c'est l'élément fédérateur de toute attractivité d'un bourg, d'une ville ou du département. Au niveau de l'emploi, nous avons perdu énormément d'emplois. Et à ce jour, j'ai appris encore pas plus tard qu'hier qu'une entreprise est certainement menacée incessamment sous peu, qui est l'entreprise de Bayard, qui peut peut-être demain licencier 160 personnes, sans oublier quand même que Bayard est le fief des canalisations de Versailles. Donc il y a un savoir-faire patrimonial qui est là, qu'on n'a jamais su faire fructifier, et c'est fort dommage parce qu'au niveau des formations des collèges, effectivement, les jeunes mériteraient de connaître nos savoir-faire, les artisans, l'artisanat d'art, parce que nous sommes dans une région des plus importante au niveau de l'artisanat d'art et de l'artisanat en général et qu'on ne fait pas promouvoir. Et le département, je pense qu'il pourrait aussi apporter dans son concours au sein de l'éducation nationale une aide au niveau bus pour permettre à ces jeunes de connaître justement cet artisanat local, départemental, mais non seulement régional. Daniel Tixier. Oui. Alors, cette promotion à Paris, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut la faire aussi, comme disait Nicole Samour, est-ce qu'il faudrait la faire aussi en Haute-Marne? Quelle population on va essayer d'attirer et avec quoi? On parle de deux choses. Soit on parle de la communication pour attirer des touristes. Honnêtement, le Parisien intramuros, aujourd'hui, sont des gens qui ont des revenus très élevés. Ils ont tous leur longère en Normandie à 400 000 euros. Ils ne s'intéressent pas du tout à la Haute-Marne. Par contre, je pense que là où on est passé à côté de quelque chose, c'est que dans nos villages, nous avons tout un tas de maisons qui sont tout à fait abordables et on aurait pu mettre l'accent sur le développement de ce que j'appelle le tourisme de résidence secondaire. Pourquoi pas en ayant, c'est ce que je préconise moi, à la fois pour trouver des entreprises, des représentants de commerce, que j'appelle des ambassadeurs, qui iront voir les entreprises parisiennes susceptibles de se délocaliser sur nos territoires. Il y en a, et il y en aura de plus en plus avec la perspective d'une nouvelle crise sanitaire, tout à fait. Et deuxièmement, je suis désolé, mais étant né à Paris, les affiches dans le métro, c'était bon pour du bonnet. Mais aujourd'hui, non, j'en suis désolé. Ça fait longtemps, ça. Oh, oui, c'est tout à fait. Oui, je devais avoir 10 ans. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un désert en Haute-Marne sur le numérique. Donc, le département, pour pas paraphraser quelqu'un de célèbre, saute sur sa chaise en disant on a la fibre. Et vous, en tant que média, vous savez très bien que c'est le contenant. Mais s'il n'y a pas de contenu, ça sert à rien. Or, sur mon canton, sur 65 communes, 3 ont un site internet. C'est dire. Comment voulez-vous ouvrir nos territoires, nos villages sur la France et sur le monde si on n'a pas de communication aujourd'hui sur les premiers sites je vais dire presque le premier média, excusez-moi pour la télévision, mais vous le savez comme moi. La preuve, vous avez aujourd'hui. Tous. Voilà. Nicolas Lacroix, alors plusieurs réponses, j'imagine. On commence peut-être par le problème de la fibre optique. Vous étiez très fier il y a quelques années d'être le premier équipé en Champagne-Ardenne. Et puis aujourd'hui, où en êtes-vous? Alors, vous avez raison, la fibre est un élément incontournable pour rendre attractifs nos communes et nos villages. Attirer de nouvelles populations, attirer de la population active, attirer des jeunes sans pouvoir ouvrir ce service, c'est effectivement un handicap. Donc on est en train, effectivement, avec la région, sur une programmation 2018-2022, d'équiper tous les foyers de Haute-Marne. Je le rappelle, le département a déjà
apporter les autoroutes de la fibre dans toutes les communes de Haute-Marne. La région a pris le relais avec un groupement. Le conseil départemental a financé le reste à charge pour les intercommunalités. Aujourd'hui, le déploiement est en cours et toutes les communes de Haute-Marne seront fibrées, toutes les maisons des habitants seront fibrées au plus tard en 2022. En 2022, ça veut dire que tout le monde, chaque habitation pourra avoir accès à la fibre et C'est donc le à contrat Internet. qui a été signé avec un opérateur qui a été sélectionné par la région Grand Est. Alors Mais pendant qu'on y est, téléphonie mobile, oui, la téléphonie mobile, le département a été pilote effectivement il y a maintenant 20 ans. Aujourd'hui, il y a des adaptations. Il y a un plan national de redéploiement de pylônes. Il faut aussi la 4G et la 5G dans toutes les communes. On y travaille fortement. Sur l'attractivité, je voudrais quand même... Il y a deux sujets sur l'attractivité. Il y a le tourisme et l'attractivité, c'est-à-dire l'image qu'on envoie vers l'extérieur pour attirer de nouvelles populations. On travaille aujourd'hui sur un très beau projet. C'est une agence d'attractivité Haute-Marne. Agence d'attractivité qui regroupera les offices de tourisme, la maison départementale du tourisme, les chambres consulaires pour vendre cette destination Haute-Marne et pour rendre attractif et pour mettre en cohérence aujourd'hui tous ceux qui travaillent, les collectivités, les chambres consulaires, qui travaillent pour parler de la Haute-Marne à l'extérieur. Je crois que les Haut-Marnais doivent être fiers de leur département. Il y a effectivement de savoir-faire, vous l'avez dit. excusez-moi, il y a des choses qui n'ont pas encore été faites qu'il faudrait faire. Martine Roussel. Oui, Non, vous excusez. pouvez répondre. Oui, excusez. Oui, il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau du département de la Haute-Marne. Oui, effectivement, c'est un département qui est excessivement riche dans son patrimoine, dans sa globalité bâtie et paysagère. N'oublions pas quand même qu'on est un des départements les plus boisés de France, avec une grande surface de forêt publique. Et là aussi, il y a une animation, enfin, il y a un objectif à ouvrir au niveau de tout ce qui est ateliers, mettre en place pour les touristes non seulement, mais aussi pour les habitants, parce que notre département n'est pas vu par les habitants. Ils ne connaissent pas leur département et le patrimoine. Pas suffisamment Et mis en donc, si vous valeur, voulez, vous ça, pensez. c'est une animation qui doit être mise au sein des collectivités, en partenariat avec les départements et la région, mais au niveau aussi de l'éducation nationale et en partenariat, évidemment, les enfants, les familles, etc. Alors justement, ce que vous disiez, peut-être expliquer un peu sur les collèges. Oui, tout à fait, Le parce département que est responsable les des collèges, collèges, donc il peut alors, travailler avec l'éducation nationale sur cette tranche d'enfants, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Alors, je suis fille de maître compagnon du devoir, et donc j'attache une très grande importance au travail manuel. Il n'y a pas de saut métier que de saut de gens, c'est clair. Donc au niveau des collèges, c'est un apprentissage que l'on doit ouvrir aux jeunes dès la 6e et donner une influence au niveau du département, accompagner avec l'éducation nationale, les collectivités, les musées, etc., de manière à ce que ces jeunes puissent profiter, ne serait-ce que par un parcours par transport scolaire et se diriger sur des entreprises artisanales, non seulement du département, mais de l'ensemble de sa région, puisqu'elle est très riche, la région Grand Est, au niveau savoir-faire. Et donc, et même au-delà, parce qu'il y a des écoles qui sont méconnues par les jeunes, et peut-être qu'ils trouveraient une directive. Je pense à l'École nationale supérieure d'horticulture de paysage de Versailles, l'école du Roi, mais elle n'est pas connue, malheureusement, et je suis certaine que peut-être dans la totalité, il y aurait peut-être 2 élèves qui prendraient. C'est toujours 2 élèves. Et le but, c'est non seulement d'attirer des gens de l'extérieur dans notre territoire, mais c'est maintenir la jeunesse là pour qu'elle reste ici. Ou qu'elle revienne après avoir fait ses études. Qu'elle revienne après ses études. C'est pour ça qu'il faut ouvrir des directives au niveau de l'enseignement supérieur et voire professionnel, des filières universitaires. Bon, alors Nicolas Lacroix, tous ces projets, ces pistes de développement possibles? Mais sur les formations, on est parfaitement d'accord. On a des formations qu'on peut aujourd'hui proposer en Haute-Marne. Mais moi, je souhaite aussi à beaucoup de jeunes Haut-Marnais de quitter le département, de vivre leur vie universitaire, leur vie étudiante et de revenir dans le département. C'est l'objectif, rendre attractif ce département. Et puis bien sûr, il y a des métiers qui peuvent s'apprendre, dans les entreprises, chez les artisans. C'est l'apprentissage. Beaucoup en parlent et finalement, peu aujourd'hui proposent des solutions. En tout cas, au conseil départemental, la collectivité accueille depuis très peu, depuis ma présidence, des apprentis parce que je crois que c'est effectivement comme ça aussi qu'on peut former des jeunes Haut-Marnais pour les garder dans notre département. Alors tout à l'heure, Martine Roussel a dit qu'il y avait un problème d'emploi avec des entreprises qui fermaient. Vous le constatez aussi, Nicole Samour, ou vous pensez que c'est en fait le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas adéquation entre les formations et l'emploi disponible? Alors, j'allais vous répondre sur le numérique, mais je vais déjà répondre à votre question. Je me pose souvent la question, pourquoi nos jeunes Haut-Marnais ne vont pas vers des formations qui ferment, qui sont insuffisamment remplies,
en matière de potentiel. Et effectivement, ce sont tous les métiers de l'artisanat ou de l'industrie qui sont méconnus et sur lesquels il mériterait de faire une véritable campagne de promotion. Quand je vois que des formations, notamment par exemple sur le froid, ferment à l'AFPA de Saint-Dizier, alors qu'on a besoin de ces métiers qui sont techniquement reconnus, qui sont propres, qui sont valorisants, et pourtant tout le monde veut faire un master, Alors, une licence. on rappelle quand même pour la clarté du débat que la formation aujourd'hui, c'est la région. On est d'accord. Et sur la fibre optique et la téléphonie mobile. Alors, je voudrais dire un mot. Moi, je me bats pour l'apprentissage puisque c'est encore partiellement un de mes métiers, mais c'est surtout sur l'alternance. Parce qu'il n'y a pas dans l'alternance que l'apprentissage. Et certes, les établissements publics ne peuvent recevoir que des apprentis, mais il faut penser aussi à tous les alternants qui ne sont pas au même régime que les apprentis. C'est pas le département, mais c'est une aberration également. Fibre optique, téléphonie mobile. Fibre optique. Très rapidement, puisqu'on va passer au second thème. Très rapidement. La Haute-Marne a été l'un des leaders en fibre optique. Sur son réseau maillé, c'est aussi un de mes anciens métiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand M. Lacroix dit toutes les communes vont avoir la fibre, eh bien, j'ai hâte de le voir, parce que même moi, chez moi, je ne l'ai pas. Donc 2022, ça a été promis en 2018, maintenant c'est 2022, et on a un certain nombre de villages, de hameaux, qui voient la fibre passer devant chez eux, mais manque de raccordement, ne peuvent pas s'y raccorder. Alors peut-être on reste en quelques mots répondre sur ça. Non, mais c'est un dossier compliqué, technique et sérieux. Aujourd'hui, il y a eu un contrat de signé avec un opérateur national qui a l'obligation de raccorder toutes les maisons avec la fibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu passer les autoroutes. Voilà, on est en train. Enfin, le vrai problème de cet opérateur, c'est qu'il manque de main-d'œuvre et qu'il doit venir dans toutes les communes du département et que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de communes dans le département. Il y a des fois des petites communes. Donc on suivra le dossier, on verra si en 2022, fin 2022, tout le monde est équipé. C'est le contrat qui a été signé entre la région et cet opérateur. Le département, sur cette deuxième tranche, n'a fait que financer. Et il a pris d'ailleurs le département 50 € et GIP 50 € sur les 100 € demandés par branchement, par maison. Nous avons financé la totalité. Désertification médicale, c'est le second thème. Comme beaucoup de départements ruraux, il est parfois compliqué de se faire soigner, de trouver un médecin traitant, d'avoir rendez-vous chez un spécialiste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Des maisons médicales? Est-ce qu'il faut mettre en place ou élargir l'offre de soins, mettre en place d'autres maisons médicales, salarier les médecins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel Tixier. Écoutez, je pense que là, s'il y a bien un domaine où il n'y a eu aucune anticipation, c'est celui-ci. Il n'y a pas longtemps, M. Lacroix écrivait dans un journal « Je vais missionner pour 15 000 € un cabinet pour lui expliquer les besoins des Haut-Marnais en termes médicaux ». Il y a 10 ans en arrière, il suffisait d'inventorier l'âge des médecins pour savoir qu'aujourd'hui, on avait déjà le nez au ras du mur. Et dans 10 ans, ils seront plus préoccupés, nos médecins, de se soigner eux-mêmes parce qu'ils auront 85 ans ou 90 ans. Donc nous, on l'a fait. Il y a une commune où on l'a fait. On a édité une plaquette en 2019 pour la commune de Doulin-Cours-Secours. Et alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que là, on ne peut pas la lire. Il faut aller les chercher, les médecins. Il faut aller les chercher. Il faut se rendre au sein des facultés de médecine. Il faut leur demander pourquoi ils ne viennent pas. Et il y a des raisons. Il n'y a pas que des raisons parce qu'ils ne peuvent pas aller au théâtre ou autre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Alors, c'est quoi? Eh bien, par exemple, ils ont la crainte parce que quand on arrive tout jeune dans un métier, on a des craintes, même si on est médecin. Ils ont peur de se retrouver dans un village où le premier patient fera un infarctus et peur de ne pas avoir à proximité des services d'urgence. Ça fait partie des choses dont on a débattu avec eux. C'est une réelle crainte. Après, il faut les informer, bien sûr, qu'ils peuvent avoir 50 000 € de prime à l'installation, qu'ils peuvent être exonérés à 5 ans sur leurs impôts, leur faire voir ce qu'il peut y avoir dans le village où ils peuvent s'implanter. Et quand on les rassure comme ça, on y arrive. On a trouvé un médecin. Est-ce qu'on arrive à convaincre des jeunes de venir s'installer? Moi, je pense qu'effectivement, ceux qui peuvent convaincre des jeunes médecins installés, ce sont les médecins avant tout. Ce sont les recettes qui fonctionnent dans le département. Les secteurs où ça ne fonctionne pas, c'est quand les médecins ne prennent pas cette situation en main. J'entends bien l'exemple de M. Tixier dans sa commune. Le problème, c'est qu'il y a bien eu un déplacement à une plaquette. Non, c'est la commune de votre ami. Mais ça n'a pas fonctionné puisqu'il n'y a toujours pas de médecin qui est arrivé. Donc, ça a tellement été efficace qu'il n'y a toujours aucun médecin dans la commune que vous citez, Doulin-Cours-Secours. Il y en a un seul aujourd'hui qui est en difficulté parce qu'il est le seul. Je crois vraiment que sur ce sujet, il faut être sérieux. C'est un vrai sujet. D'abord, c'est une compétence nationale. Les collectivités s'investissent. Effectivement, vous avez parlé
de financement des maisons médicales. Vous avez parlé, nous, le On département... peut mettre en place quand même au niveau du département des maisons médicales. On le fait, mais on finance et on accompagne les collectivités. On finance également l'hébergement des internes, des stagiaires. On finance aussi les déplacements entre les villes universitaires. Moi aussi, j'ai rencontré les doyens d'université pour leur proposer des lieux de stage. Mais le vrai problème de la santé en Haute-Marne, c'est le haut de la pyramide, c'est l'hôpital. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'hôpital, on n'aura pas réglé le problème de la médecine de ville. Parce que ce qui rend attractif un territoire de santé, c'est un hôpital. Mais on y reviendra, je pense, parce qu'on a beaucoup de sujets. Tout à fait. Vous n'avez pas un hôpital digne de ce nom ? J'ai envie de dire que l'hôpital en tant que tel, c'est pas la compétence du département. Donc, bien sûr que c'est fondamental de parler des hôpitaux. Je pense que le GHT est incontournable. Le groupement hospitalier territorial. Pardon. Non, Oui. c'est pas grave. Heureusement, je ne me suis pas trompée. C'est ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en matière de désertification médicale, les jeunes médecins veulent être en cabinet, et ça peut se comprendre, qu'il y a de nombreux efforts de fait, mais ils en font encore plus, et que toutes les solutions sont bonnes à prendre, que ce soit l'aide à l'installation, que ce soit le salariat des médecins. Il ne faut écarter aucune autre possibilité sur laquelle le département peut intervenir. Et je voudrais parler aussi du CHHM, parce que ces temps-ci, Alors, on parle... le CHHM, c'est le centre hospitalier au Marnais. C'est bien ça, monsieur Lacroix ? Départemental. Il est départemental. Il répond à un périmètre. Et ce sont des hôpitaux psychiatriques de proximité sur Saint-Dizier, Chaumont et Langres. C'est une aberration que d'imaginer de fondre ce CHHM avec l'hôpital nord de Saint-Dizier. Ils n'ont pas les mêmes métiers, on n'a pas assez de psychiatres, on n'a pas assez de psychologues, et qui plus est, écarter toutes ces compétences au-delà du CHHM, c'est une aberration. Et donc nous sommes, nous, Printemps au Marnais, contre la fusion de ces hôpitaux. Martine Roussel. Il en est de même pour nous, puisque cette question de désertification médicale, elle n'est pas d'hier, elle a été signifiée il y a plus de 20 ans par justement les médecins, pour avoir tiré la sonnette d'alarme. Ils n'ont jamais été entendus. Aujourd'hui, on parle d'attractivité, mais ça va avec. En fait, toutes les questions s'enchaînent. C'est le chien qui se mord la queue un petit peu. Et au niveau du CCHM départemental, effectivement, il n'y a pas lieu de faire une fusion avec un hôpital général de Saint-Dizier qui est surdimensionné. Donc aujourd'hui, le CCHM qui a des unités comme Vassy, Montier-Randers, Joinville, qui sont des unités qui ont été créées par le CCHM de Saint-Dizier. Parce que là, le service psychiatrique, c'est d'aller au-devant du patient et non l'inverse. Là, elle risque d'être supprimée. Mais non seulement Chaumont et Langres risquent, s'il y a fusion, d'aller vers le CHU de Dijon. Donc là, on fracture le département. Le département est là pour unifier, non diviser. Alors, Nicolas Lacroix, sur ce dossier de l'hôpital, comme vous dites, il y a deux sujets. épineux. Il y a effectivement la fusion des deux hôpitaux de Saint-Dizier sur lequel je me suis exprimé. J'ai reçu, je pense comme vous, les représentants des personnels, les représentants de la profession qui effectivement sont inquiets. J'ai fait passer aujourd'hui ma position. Voilà, aujourd'hui, il y a des conseils de surveillance qui doivent prendre des positions dans les tout prochains jours. Mais l'hôpital, ce n'est pas uniquement ces deux hôpitaux. Moi, je vous parle aussi du territoire Sud-Haute-Marne, l'hôpital de Chaumont, l'hôpital de Langres, l'hôpital de Bourbonne-les-Bains. Donc, il faut les fusionner ou pas, déjà? Votre position, quelle est-elle? Attendez, il y a aujourd'hui une réflexion qui est menée sur la fusion de ces deux hôpitaux. On est encore en train de travailler, d'y réfléchir. Voilà, mais je ne voudrais pas qu'on réduise l'hôpital à uniquement ce projet de fusion des deux hôpitaux. Enfin, le problème de l'hôpital aujourd'hui, ce n'est peut-être certainement pas le problème de la fusion des deux hôpitaux, avec des inquiétudes dans toutes les questions de santé mentale. Vous le savez très bien, je suis très impliqué sur ces questions. Le handicap, c'est quand même un sujet très important et qui est traité au conseil départemental. Maintenant, ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est le territoire de santé de Chaumont. Voilà, aujourd'hui, Chaumont est un hôpital qui est à bout de souffle. On doit régler le problème, on doit travailler sur ce territoire Sud-Haute-Marne parce que c'est Chaumont, c'est Langres, c'est Bourbonne-les-Bains et c'est aussi notre groupement qu'on a, nous aussi, avec Dijon, qui fonctionne bien. Mais on doit aussi, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs une conférence qui a été lancée par monsieur le préfet il y a quelques jours pour pouvoir travailler parce que, je le dis, tant qu'on n'aura pas un territoire hospitalier attractif, on aura beaucoup de mal d'attirer des médecins généralistes dans nos cabinets. Et c'est vrai que tout est lié. Ça, c'est le point de départ. Tout est lié. Oui, effectivement. C'est le point de départ. Daniel Tixier. De toute façon, M. Lacroix nous explique tout ce qu'il aurait fait, mais le bilan, il est là. En juillet prochain, vous avez 8000 personnes à Chaumont qui n'ont plus de médecin. Alors, il y a aussi d'autres pistes. Moi, j'ai perdu mon dentiste qui a pris sa retraite. C'est un jeune dentiste qui vient du Portugal qui me dit que
Au Portugal, il y a trop de médecins. Il y a encore des pays qui sont gérés. Et donc, il y a peut-être des possibilités de se tourner par obligation, puisque, bon, c'est vrai que le numerus clausus vient d'être seulement élargi. C'est une erreur de l'État, c'est clair. Mais il y a d'autres choses aussi. Il faut parler des patients. Je suis désolé, j'ai eu l'occasion de parler avec une infirmière qui me dit quand vous avez des patients qui ont une maladie grave en Haute-Marne, vous leur posez la question où vous ferez-vous opérer. La plupart vous disent à Dijon ou à Reims. C'est une réalité. C'est un peu, vous savez, quand les petits magasins. Et qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez aux affaires alors ? Eh bien, écoutez, de toute façon, je pense que à un moment donné, je l'ai dit, il faut déjà aller chercher les médecins de campagne, les médecins de ville, hein, comme je l'ai dit. Comme nous l'avons fait, ça fonctionne. Il aurait fallu le faire il y a 10 ans. Il faut le faire chaque année. Il y en a qui sont prêts à venir. Monsieur Lacroix a beau dire que c'est mon ami. Non, c'est pas mon ami, c'est un maire. On l'a aidé. On l'a fait, on a réussi. Il y a un médecin qui passe sa thèse en septembre et qui aujourd'hui fait ses remplacements. Donc c'est facile. Ça aussi, ça fait partie des choses si on arrive au pouvoir. Dans le département, je pense qu'il faut respecter les oppositions. Il faut écouter tout le monde. Et quand il y a une bonne idée, il faut la prendre. Il ne faut pas la balayer. Il faut pas la balayer. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui sur ce plateau. Voilà. Alors, nucléaire et environnement. Si vous voulez bien sur la santé, parce que je n'ai pas du tout de me donner mes propositions. Si vous voulez, parce que on peut dénoncer le diagnostic, on le partage. On peut avoir une politique nationale pour régler le problème de la Haute-Marne, comme monsieur Tissier le fait, avec un tract national pour, voilà les propositions de monsieur Tissier dans le département de la Haute-Marne. Un tract national qui fait des propositions nationales. 3 propositions pour la santé. Le premier, c'est d'abord, on va attribuer une bourse pour les étudiants qui souhaitent s'engager à ensuite exercer dans le département. Voilà, c'est une bourse, ça existe dans d'autres départements, on l'a fait. On veut aussi, vous savez qu'on est impliqué aussi dans le dispositif IME Santé, parce que ça fait aussi partie des solutions sur lesquelles on peut travailler. Alors peut-être en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? IME Santé, c'est travailler sur la médecine numérique. Alors, c'est une petite... Télémédecine. Télémédecine, c'est une petite partie de la réponse, mais rien ne doit être écarté. Et très rapidement, parce que vous êtes très en avance et puis dernièrement, au niveau de votre temps de parole. on va mettre sur les routes de Haute-Marne 2 cabinets médicaux mobiles, comme ça s'est fait dans des territoires ruraux, comme dans des territoires de montagne. Et puis quatrièmement, on va également salarier quelques médecins pour nos EHPAD, parce que là aussi, il y a une vraie difficulté. On manque de médecins référents dans les EHPAD. Ils seront des médecins du conseil départemental. Nucléaire et environnement, 3e thème. Donc, le projet CIGEO, projet d'enfouissement de déchets nucléaires, prévoit d'enfouir des déchets hautement radioactifs en Haute-Marne et dans la Meuse. D'accord, pas d'accord ? Nicole Samour. Alors, le printemps haut-marnais est clairement contre l'enfouissement des déchets en profondeur. Vous avez dans vos rangs Europe Écologie Les Verts. Bien sûr, mais c'était aussi la position du Parti socialiste dès le début du projet. Je vous renvoie aux cahiers d'acteurs qui ont été faits lors de l'enquête publique. Donc, contre l'enfouissement des déchets, mais chose dont on parle un peu moins, c'est également du stockage des déchets MAVL, qui sont des déchets goudronnés et qui ont des risques d'incendie très importants et dont l'analyse des risques n'a pas été suffisante. Tout ça ne veut pas dire qu'on soit contre le laboratoire. Nous aimerions un laboratoire qui puisse chercher dans toutes les directions et non pas dans une seule, l'enfouissement. Donc on voudrait un vrai laboratoire. Ça fait 25 ans que les recherches se tiennent, non ? Dans un seul sens. Et donc 25 ans. Il est temps de les ouvrir à toutes les solutions. Quand on fait des recherches, normalement, on ne nous sécurise pas vers une seule voie. Donc chercher d'autres... Oui, je peux me permettre je voudrais juste parler de l'argent du groupement du GIP. Je pense que tout le monde... Oui, alors on va expliquer en 2 mots ce que c'est. C'est donc le groupement d'intérêt public et c'est de l'argent qui est versé, 29 millions par an je crois, au conseil départemental pour permettre au département de développer... Pas au conseil départemental. Qui est versé ? C'est versé au groupement que je préside. C'est 28 millions d'euros. Et il y a deux objectifs forts sur ce groupement. Le développement économique, la modernisation de notre économie et les équipements structurants. Et un peu moins, effectivement, les aides aux communes. Mais il y a effectivement aussi une partie sur les aides aux communes. Merci beaucoup. Mais la loi 542-11 du Code de l'environnement ne donnait pas que ses seules compétences sur les fonds du GIP et permettait également de penser à l'humain. Donc vous pensez que ça n'a pas été suffisamment orienté justement vers le social. Et que le rôle... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
On aurait pu installer des guichets pour la population, pour les aider justement via on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la fibre c'est bien. Mais lorsque vous avez des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas les compétences et qui ne savent pas se débrouiller avec un site complètement dématérialisé, mettre de l'humain pour pouvoir les assister, ce serait quand même fondamental en Haute-Marne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre avec cet argent? Maintenir des services publics en zone rurale, justement. Parce que Alors, nos lesquels, par personnes exemple? âgées, mais vous savez, on retire quand même pas mal de pouvoirs, enfin de compétences au niveau des services publics, tant de l'État que de territorial. Et aujourd'hui, des zones rurales sont dépourvues. Et que font nos personnes âgées? Ne serait-ce que pour les impôts. Comment faites-vous? Comment font-ils? Ils n'ont pas effectivement l'outil numérique. Donc si on supprime, là, et pour tout en fait, hein, tout Mais se rattache. les services publics, c'est l'État. Non, il y a les territoires aussi. Fonction publique territoriale. Il faut maintenir quand même un minimum Alors, de services par publics. exemple, quels services? Ne serait-ce qu'au sein d'une mairie, ouvrir un guichet qui permettrait aux personnes âgées, à toute personne d'ailleurs, n'ayant pas de numérique, de pouvoir travailler et envoyer ce dont ils ont besoin aux différentes administrations. Vous pensez qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à le faire, ces Oui, personnes? bien sûr. Je me suis rendue la semaine dernière à l'hôtel des impôts et malheureusement, nombreux ne sont pas. Donc, ils viennent à l'hôtel des impôts. Ah oui, mais alors les personnes âgées, comment font-elles là? Oui, justement, comment font-elles? voilà. Alors, est-ce que vous elles êtes sont allé en obligées de rencontrer ou alors non, mais pas seulement d'ailleurs les personnes handicapées, handicapées, les personnes... bien sûr. Donc, elles Parce que- sont obligées de solliciter d'autres personnes, des tiers. Alors ça, est-ce que ça fonctionne, ce monde associatif Ça d'aide? fonctionne parce qu'elles ont la chance d'avoir ou des amis ou encore de la famille. Donc, il faut maintenir quand même un minimum de services publics en zone rurale. Alors, Daniel Tixier, Ben, alors, vous ne vous êtes pas prononcé déjà sur le nucléaire? Le nucléaire, à partir du moment où c'est la seule énergie décarbonée, qu'on le veuille ou non, on n'est pas contre le nucléaire. Pour l'enfouissement des déchets, je pense qu'il faut avoir toutes les précautions requises pour pouvoir être assuré que ça ne pose pas de problème dans l'avenir. Quant à l'argent du GIP, effectivement, on en revient un peu à ce que je disais, dans la mesure où les communes ne sont pas équipées de sites Internet. D'ailleurs, elles auraient dû l'être, puisque dès 2021, l'État disait qu'il faudrait que les communes puissent être en mesure de pouvoir rendre des services à leurs administrés en termes de dématérialisation. Ce n'est pas fait. Et ce que disait madame, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où, en plus, il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur, etc., donc c'est toutes les communes de Haute-Marne qu'il faut revoir à ce niveau-là. Et quand on aura apporté cela, ce moyen de communication moderne, on a déjà, à mon avis, 10 ans de retard. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, que vous ayez la fibre ou la DSL, quand vous n'avez rien à mettre dedans, peu importe la Oui, vitesse. mais c'est ça, ou quand vous ne savez pas vous en servir. Voilà, exactement. Or, on a des personnes qui deviennent âgées, les centres des impôts qui ferment dans nos villages, c'est une réalité, et des personnes qui ont besoin d'être aidées. Et souvent de fois, d'ailleurs, les secrétaires de mairie ne sont même pas formés. Donc ça passe par un immense plan de formation. Bon, Martine Roux, ça vous Oui. fait un peu la moue, Non, là. je pensais au nucléaire parce que j'ai pas. Mais veuillez m'excuser. Non, non, je vous en prie, madame, allez-y. je vous en prie. Le nucléaire, effectivement, c'est une énergie qui est propre puisqu'elle n'émet absolument pratiquement pas de CO2, mais seulement au niveau de l'enfouissement, absolument pas. Il faut pas. Il faut pas parce qu'on n'a pas de quoi dire dans le temps si c'est fiable. Donc, par contre, le stockage en subsurface, oui, c'est possible de traiter, effectivement. Parce qu'on peut le déplacer éventuellement. Non, il y a une plus grande surveillance sur le subsurface, de maîtriser les déchets Il nucléaires. faut qu'il soit réversible Voilà. également. La seule chose que je puis dire, c'est qu'il y a une avancée quand même, puisque le professeur Gérard Mourou, qui est prix Nobel physique, met en place actuellement un laser de haute puissance, mais ça, il sera industrialisé dans 10 ans, qui va permettre justement d'éclater les atomes et les diminuer en toutes petites particules. Donc, je sais que l'ANDRA s'est rapproché de lui, ainsi que CIGEO. Donc, ça pourrait effectivement Dans une douzaine apporter... d'années, il y aura peut-être plus Dans une facile à dizaine d'années. maîtriser effectivement, oui. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Sur le GIP, je voudrais quand même répondre parce qu'effectivement, Sub- on a quand même aujourd'hui financé avec le GIP des équipements qui sont liés à l'humain. Je pense bien sûr au collège, aux maisons de retraite, aux cabinets médicaux. Tout ça, sont quand même des financements qui viennent aussi du GIP pour accompagner. Et le GIP, je le redis, c'est un outil d'aménagement du territoire. Effectivement, les infrastructures routières, les équipements structurants, et puis des équipements comme je viens de vous le donner. On n'a pas entendu parler quand même d'Unitech.
J'aurais voulu Si. quand Alors, même, oui, j'aurais quand même voulu justement, qu'on en on parle. va en Parce qu'on parler. parle du nucléaire. Non, J'ai quand même été... Blanchisserie industrielle, peut-être le rappeler, pourrais- qui devait être construite à Suzannecourt. Vous êtes très en avance, alors il faut faire très court. J'ai été simplement l'élu qui a dit non. J'ai été aussi la seule collectivité qui a pris une motion à 32 sur 34 élus qui se sont opposés à ce projet, qui était installé au bord de la Marne, dans des conditions qui restaient, à mon avis, trop floues pour moi. Et j'aurais voulu être un peu plus soutenu par l'ensemble de la classe politique, Ce qui veut dire que y compris de ma famille politique, je le redis aussi. D'accord. Mais nous avons vraiment pris une décision ferme. Les candidats qui sont ici vont nous répondre. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce qu'on a eu raison de dire non? On a eu complètement raison de dire non parce que déjà le projet de départ qui était mal ficelé ne correspond pas à celui qui est aujourd'hui dans les tiroirs. C'est-à-dire que l'alimentation en eau devait être en circuit fermé. Et la laverie n'est même pas classée en installation nucléaire alors qu'elle le sera. Et donc l'utilisation de l'eau propre en amont alors que les agriculteurs, les habitants de la région ont besoin de cette eau propre et l'étiage en été de la Marne est catastrophique. Donc bien évidemment, on est contre cette laverie. D'autant que la population s'est prononcée aussi à 51,2% contre l'installation de cette laverie et que la préfète a dit malgré tout oui. Daniel Dixier? Dont acte, oui, effectivement, il fallait être contre. Mais en termes d'énergie, il y a quelque chose qui m'inquiète. On y verra peut-être dans le tourisme. C'est le développement de l'éolien, parce qu'on est en train de gâcher nos paysages. Et ça, personne n'en parle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà le stopper, à mon avis. Oui, mais le Parce remplacer par quoi? Écoutez, déjà les carrières de pierre de Haute-Marne ont servi à fabriquer les lignes TGV en France. On n'a pas de TGV. Bientôt, là, je serais curieux de connaître la production d'électricité éolienne pour les Hauts-Marnais. Je pense qu'on est bien au-delà avec le nombre d'éoliennes implantées. Donc, à un moment donné, on va détruire nos paysages et il ne sera pas temps de se dire on va faire venir des touristes. Vous savez, il y a des maisons qui étaient à vendre. Vous mettez 3 éoliennes autour, elles sont invendables. Martine Roussel, qu'est-ce qu'il faut développer comme énergie? Tout à fait. L'énergie alternative, ça ne vous convient pas non plus? Je reviens de l'éolien. L'éolien, quand même, nous avons un parc qui compense ce qui est demandé en 2030. C'est-à-dire qu'on est déjà à saturation. Effectivement, moi qui suis attentive au niveau du patrimoine bâti et paysager, quand même, c'est pour ça que je dis on se tire une balle dans le pied, parce que c'est au détriment du bâti, du paysage. C'est au détriment de la santé des individus. Et là, je demande à chacun de regarder le collectif Énergie Vérité qui planche là-dessus, parce que c'est des nuisances de santé. Alors là, c'est un monde à l'envers, parce qu'on a des cités de caractère. Ah bah oui, on met une blanchisserie. C'est incohérent. On veut développer le tourisme, le patrimoine, sauf qu'on met de l'éolien, des panneaux photovoltaïques. On coupe nos forêts pour mettre justement ces panneaux photovoltaïques, alors que nous sommes quand même une forêt de feuillus, pour le remplacer en sylviculture. Alors Là, vous êtes contre ces Oui. énergies alternatives, mais Parce vous êtes qu'elles pour le produisent- nucléaire. Parce qu'elles ne produisent pas, ne rendent rien. Il n'y a rien, absolument rien. Et en plus, que fait-on après quand il faut retirer les mâts au bout de 20 ans? Et à quel coût? Ils savent, les propriétaires, combien coûte un démantèlement? J'ai Donc, pas à votre l'impression. avis, il faudrait arrêter, Il faut supprimer arrêter les puisque éoliennes. l'Allemagne a supprimé, a arrêté, mais par contre, elle nous les envoie. Ça coûterait combien? Entre 400 et le démantèlement, Oui. entre 400 et 800 000 euros par mât, et en plus, on ne sait pas traiter les pales, les matériaux. En Allemagne, ils les coupent en petits morceaux, ils les enfouissent dans la terre. Alors, ça suffit. Nicole Samour. Les éoliens, évidemment, on a oublié, comme chaque fois qu'on met en place une nouvelle technologie, à penser à sa fin, donc à son démantèlement. Néanmoins, on est arrivé à un parc suffisant d'éoliens. Il suffit de ne pas le mettre partout. Moi, personnellement, je dois vous dire que je ne trouve pas ça aussi horrible que ça quand c'est dans une immense plaine où il n'y a rien d'autre. Mais bien sûr, il faut que la population soit d'accord pour l'installation d'éoliennes sur un parc en particulier et que ça se fasse en concertation. Et qu'en pensent les agriculteurs? Et vous savez comme moi que c'est une des rares énergies où ils touchent de l'argent par éolienne, donc ils ne peuvent pas être complètement contre ce dispositif. Mais il faudrait le voir dans sa globalité. Voir là où on a intérêt d'en remettre. Par exemple, le sud Haut-Marnais est largement pourvu, donc il faut arrêter. Par contre, il y a certaines plus grandes plaines ou du nord où ça gênerait moins. Je suis d'accord qu'il faut protéger les bâtiments et les sites classés. Alors, si vous êtes naturels. pourvu jusqu'à 30 ans, est-ce qu'il faut arrêter complètement d'en installer? Oui, tout à fait. Oui, vous l'avez dit. Tout à fait. Vous
avec parcimonie, je vais dire. Tout à fait, puisque au niveau patrimonial, n'oublions pas quand même que Langres n'a pas pu être classé patrimoine de l'UNESCO à cause de ses parcs éoliens. Alors on veut attirer de l'attractivité, on veut développer le tourisme, oui mais non, ça va pas, il faut commencer déjà par ce que nous avons, c'est-à-dire le bâti et le paysage. C'est lui le fédérateur d'une attractivité. Donc il faut faire attention et ne plus aller au-delà, quoi. Il faut maîtriser. Là, vous faites un lien vers le quatrième thème. Quelle offre touristique pour la Haute-Marne? Voilà. Daniel Tixier, qu'est-ce que vous proposez? Si vous voulez, effectivement, on est un département, on n'a pas de locomotive, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. Vous avez les forêts, oui. Vous avez les lacs. Oui, mais là, je vais parler du projet du présent président qui dit je veux faire un Animal Explora. Oui, c'est bien dans l'objectif de faire de donner une dynamique vraiment importante, une dynamique importante. Alors le projet Animal Explora, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne? D'abord son prix, 80 millions. Et puis deuxièmement, c'est un zoo de plus. Il ne faut pas rêver. Alors si vous voulez, je vais peut-être être un peu provocateur, mais si vous voulez faire dans l'originalité, si vous voulez faire quelque chose qui ne se fait pas en France, faites un Diggerland. Vous savez pas ce que c'est? Un Tigerland, c'est-à-dire c'est des parcs où les enfants, ou les adolescents, ou les adultes peuvent manipuler des engins de transport, de chantier, etc. Ça n'existe pas. Ça existe en Angleterre, il y en a 4, il y a des Français qui traversent... Donc Animal Explora, c'est un dossier qui a suscité beaucoup de polémiques, qui est sur la table depuis 20 ans. Et puis que vous avez envie de relancer. Écoutez, Nicolas Lacroix, alors très court. On ne peut pas réduire le tourisme à Animal Explora. J'y viendrai sur Animal Explora. C'est quand même le 11e parc national. C'est le Der, l'ensemble de nos lacs, c'est Langres, c'est Colombey-les-Deux-Églises. Aujourd'hui, on a une richesse importante à proposer. Il faut simplement organiser, je vous en ai parlé en début d'émission, cette agence d'attractivité autour du tourisme. C'est un outil important. Aujourd'hui, on doit mettre en cohérence tous nos acteurs. Sur Animal Explora, ça serait facile aujourd'hui en pleine campagne électorale de vous dire que c'est un dossier que nous allons sortir. C'est un dossier compliqué. Ça fait effectivement 20 ans qu'on y réfléchit. J'ai souhaité qu'on se repositionne, qu'on se re-questionne sur ce projet. C'est en cours. On y travaille. Je serai l'homme qui dira oui ou non pour continuer ce projet. Mais c'est quoi? Un parc de loisirs? C'est un parc de loisirs, c'est un parc de découverte de la nature, c'est un parc aussi pour se reposer, c'est un parc, on est très très loin du zoo, puisque le zoo, c'est effectivement peut-être un peu ce qui ressemblait au premier projet. On a souhaité aujourd'hui retravailler l'ensemble du projet avec des spécialistes, avec des connaisseurs de ce genre de parc. Donc voilà, on y travaille, on aura à se positionner dans les prochains mois, J'espère qu'on pourra continuer. Si on doit s'arrêter, on s'arrêtera. On prendra toutes nos responsabilités. Je prendrai mes responsabilités sur ce grand projet qui, il faut le dire, est quand même de l'autre côté de la rue du Parc national. Nicole Samour. Alors, la Haute-Marne, l'offre touristique en Haute-Marne, il faut bien penser qu'un Haut-Marnais sur 2 ne part pas en vacances. Donc, notre tourisme doit être social et associatif. Alors là, un parc national, Animal Explora, ce sont des choses auxquelles parc national, très intéressant. Aujourd'hui, il aurait besoin de 5000 nuitées pour pouvoir accueillir les touristes. Il n'en a que 350, donc il y a un effort énorme à faire. Certes, on est au tout début, mais si l'on veut avoir le premier parc national de France, comme je l'ai entendu par son président, il y a intérêt d'accélérer en la matière. Pourquoi pas un parc équivalent au niveau du Der, alors en associant donc le lac du Der, qui est un immense lac très beau, très nature. Premier lac artificiel d'Europe que les gens de la région Grand Est ne connaissent pas, donc il faudrait aussi le faire connaître dans notre propre région. Mais on pourrait imaginer qu'il soit protégé grâce à sa biodiversité. D'ailleurs, au niveau d'un parc qui soit régional, national, qui soit naturel, qu'importe, mais qu'il y ait cette protection et qui permettent enfin de baliser réellement les chemins de randonnée, les voies cyclables. Ce matin même, j'étais dans un site magnifique qui n'a même pas une petite pancarte pour l'indiquer. Je parle de la chapelle Saint-Aubin. Chapelle Saint-Aubin. Oui. Pas de pancarte. Rien. Daniel Tixier, donc vos propositions en matière de tourisme? En matière de tourisme, si vous voulez, le constat est là, on n'attire pas les touristes, on en attire très peu. Je pense qu'il faut, je le dis, développer un tourisme de résidence secondaire. Dans nos villages, il faut le faire savoir,
que des gens de la couronne parisienne peuvent venir en Haute-Marne, avoir un pied-à-terre pour très peu d'argent, hein, pour 40, 50 000 euros, vous avez des maisons. Et ça, ils ne le savent pas. Et je suis désolé, ce n'est pas avec une campagne La Haute-Marne Inspire, Respire que vous leur dites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Déjà développer l'Internet, hein, je l'ai dit, mais je me répète, hein, à partir du moment où... Et cibler qui? Mais quand vous avez des sites Internet sur chaque commune va faire des vidéos sur les attraits qu'il y a autour, la petite fontaine que personne ne connaît. Et puis vous allez faire connaître vos artisans, vos producteurs, le petit industriel qui est à côté. Vous allez faire découvrir les choses aux gens. Et ça ne coûte rien, ça. Ça ne coûte rien. Hein. Martine Roussel, vos propositions en matière touristique? Alors, au niveau touristique, nous n'avons pas suffisamment de dessertes ferroviaires. Ça, c'est clair aussi. Parce qu'il faut bien traverser le département, ne serait-ce que pour les Hauts-Marnais, il n'y en a plus. Et en plus, j'apprends que le rond-point Chalindré-Culmont est supprimé et transformé en site de démantèlement de machines, alors que c'était le giratoire des grandes lignes Paris-Nice et de Strasbourg-Metz-Nancy. Incohérence. Désolé. Donc à partir de là, ça commence bien, parce que les familles qui n'ont pas tellement les moyens, il ne faut pas oublier aussi que dans la loi climat-résilience, il va falloir aussi développer les réseaux ferroviaires. Certes, c'est la compétence de la région. C'est là aussi que le département doit aussi tirer la sonnette d'alarme, prendre le dossier sous le bras et frapper sur le bureau. Alors, Voilà. on arrive déjà à la fin du débat, donc on va organiser un petit tour de table. On a tiré au sort l'ordre de passage. Nicolas Lacroix, c'est vous qui allez commencer. Alors, la première chose que vous feriez, si vous étiez réélu, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez 1 minute pour l'expliquer. Je continuerai à servir les Hauts-Marnais comme je le fais maintenant depuis 3 ans, avec passion, avec sincérité. Les Hauts-Marnais me connaissent, ils connaissent mon engagement, ils connaissent mes projets, un vrai projet, un choc d'investissement, également un accompagnement des plus fragiles. On n'a pas parlé de solidarité lors de ce débat. C'est la compétence principale du conseil départemental, 60% de son budget. Je continuerai à les protéger, je continuerai à les accompagner, et puis j'accompagnerai tous les porteurs de projets, et le département s'inscrira dans le plan de relance, parce qu'aujourd'hui, les gens savent, les Hauts-Marnais me connaissent, ils savent qu'ils pourront compter sur moi, sur ma majorité, parce que j'ai une majorité très ouverte, une majorité aujourd'hui qui est portée, qui est tournée vers l'avenir, pour les jeunes, mais aussi pour tous les Hauts-Marnais. Merci beaucoup. Alors, Nicole Samour, c'est à vous. Bien, si on venait aux manettes du département, la première chose qu'on voudrait faire, c'est réconcilier l'habitant, le Haut-Marnais, avec son conseil départemental. Donc, revoir les guichets tels qu'on en a parlé tout à l'heure, uniques, qui permettent d'expliquer, d'aider, d'assister tous ces Hauts-Marnais qui sont laissés pour compte. Et là, quand on parle de ça, on parle bien de solidarité. Le deuxième point, c'est évidemment faire un audit, et notamment sur Animal Explora, où je n'ai pas pu m'exprimer, mais où je suis bien sûr très attentive aux nouveaux projets auxquels je ne crois pas du tout. Vous avez encore 30 secondes si vous voulez compléter votre réponse, c'est 1 minute chacun. Tout à fait. Je pense que sur Animal Explora, je vais terminer là-dessus, une résidence de 500 places à mettre en place me paraît inutile sur cette zone-là. Ce qu'il faut, c'est du tourisme naturel, donc ramener notre parc à d'heure, ramener la faune, les gens voir la faune naturelle et non pas ramener des choses qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup. Daniel Tixier, c'est à vous 1 minute également. D'accord. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, vous l'avez compris, j'ai beaucoup insisté sur le numérique, sur le moyen de d'ouvrir les Hauts-Marnais sur la France et sur le monde. Donc, notre première action, ça sera de munir toutes les communes de sites Internet, de former les jeunes, de les mettre dans la boucle à ce niveau-là. Et puis, je dirais qu'à un moment donné, il faut savoir tirer les bilans d'une majorité, de voir le résultat. La Haute-Marne a continué à perdre des habitants, ce qui, à un moment donné, il faut savoir se remettre en cause. L'actuel président ne l'a pas fait, n'écoute pas les oppositions, et je rejoins madame. Je pense qu'il faudra, si nous arrivons au pouvoir, nous écouterons toutes les oppositions, nous travaillerons, car quand une idée est bonne, d'où qu'elle vienne, du moment qu'elle est bonne pour les Hauts-Marnais, nous la prendrons et nous l'appliquerons. Voilà. Alors, vous pouvez encore compléter, vous avez quelques secondes encore pour compléter votre réponse. Écoutez, comme je l'ai dit, il faut avoir des ambassadeurs, des salariés, n'ayons pas peur de le dire, de haut niveau, qui aillent chercher les entreprises parisiennes ou ailleurs qui peuvent se délocaliser en Haute-Marne. Il y en a, il y en aura de plus en plus. Et pareil pour les médecins, je l'ai dit, nous l'avons fait.
avec succès, puisque le médecin sur la commune dont je parlais est en stage, passe sa thèse en septembre et il a signé pour venir. Dans cette commune, je pense que voilà, on ne peut pas se contenter de mettre des affiches, ça ne suffit pas aujourd'hui. On est en concurrence, tous les départements sont en concurrence les uns avec les autres. Et il y a des départements qui gagnent. Pendant qu'on perdait des habitants, dans la même période de gestion de M. Lacroix, l'Aveyron gagnait 16 000. Nous, on a perdu 22 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, Martine Roussel, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que vous feriez en arrivant à la tête du département? Alors, même si je n'ai pas la prétention, mais chose est sûre que si j'étais à la tête du département, je représenterais toutes les Haut-Marnaises, puisque je serais la première femme à être présidente du département. Il n'y en a jamais eu. Deuxièmement, je demanderai un audit pour la situation d'hier, une situation pour aujourd'hui et demain, dans le temps, parce que pas sur 10 ans, sur 6 ans, sur 10 ans, et autour d'une politique départementale, sociale, économique et culturelle. Parce que là, nous sommes là que des passeurs. Nous sommes là pour transmettre, et du transmettre du mieux que l'on peut pour nos jeunes, aujourd'hui et demain, et pas pour soi. Alors, votre priorité, vous avez vous aussi quelques secondes encore? Ma priorité, ce serait déjà de mettre un audit, évidemment, pour faire une étude complète de ce dont nous avons besoin aujourd'hui, urgemment, vraiment dans tous les domaines. Merci C'est d'une beaucoup. importance capitale. C'est d'une importance, on a bien compris. Donc, merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il sera diffusé sur Internet et vous pourrez le retrouver sur notre site. Je vous rappelle que les scrutins ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Nous suivrons toute la campagne électorale sur le web et bien sûr sur France 3. Très bonne fin de soirée à tous et toutes.